Allô tout le monde, bienvenue à cette révision express sur un conflit qui a littéralement forgé le pays, la guerre de la conquête. Si vous avez un examen qui s'en vient, vous êtes à la bonne place. On va regarder ensemble les forces en présence, les grandes stratégies et le traité qui a tout changé. Alors, on se lance. OK, on se transporte en 1754. Pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut avoir cette image en tête. D'un côté, il y a la Nouvelle-France, un territoire gigantesque, mais avec à peine 82 000 habitants. C'est pas beaucoup de monde pour couvrir autant d'espace. De l'autre côté, les 13 colonies britanniques. C'est beaucoup plus petit, mais la population est presque 20 fois plus grande. Tout le monde est un peu tassé sur la côte. Cette différence-là, elle est énorme, et c'est la clé de toute la guerre. Justement à cause de ça, la Nouvelle-France est ce qu'on appelle un colosse au pied d'argile. C'est-à-dire que de loin, ça a l'air super impressionnant, immense, puissant, mais en réalité, la base est fragile. Avec si peu de monde pour défendre un territoire aussi vaste, c'est une faiblesse majeure pour les Français avant même que le premier coup de fusil soit tiré. Un point super important à retenir, la guerre de la conquête, ce n'est pas un événement qui sort de nulle part. En fait, c'est le dernier round d'une longue série de conflits. Ça faisait presque 100 ans que ça durait. Chaque fois que la France et l'Angleterre se battaient en Europe, eh bien, la chicane éclatait aussi ici, en Amérique. Disons que cette fois-ci, c'était la finale. Et l'étincelle qui a tout allumé pour cette guerre finale, c'est le contrôle d'un territoire bien précis, la vallée de l'Ohio, une région super riche et vraiment stratégique que les deux empires voulaient absolument pour eux. Mais pourquoi la vallée de l'Ohio était-elle si importante? En gros, c'est une question d'argent et de survie. Pour les Français, c'était crucial pour protéger leur commerce des fourrures, qui était très payant. Pour les Britanniques, qui étaient à l'étroit sur la côte, c'était une question d'espace. Ils avaient désespérément besoin de nouvelles terres fertiles pour s'étendre vers l'ouest. Bon, on entre dans la première phase de la guerre. Et là, surprise! Contre toute attente, ce sont les Français qui prennent le dessus au début. Les Britanniques, eux, arrivent avec leur style de guerre européen, des belles lignes de soldats en uniforme rouge bien visibles. Mais ça marche pas pantoute dans la forêt nord-américaine. Les Français, avec les miliciens canadiens et leurs alliés autochtones, connaissent le terrain. Ils utilisent des tactiques de guérilla, ce qu'on appelait la petite guerre, des attaques surprises, des embuscades. Ça déstabilise complètement les Britanniques qui ne sont pas du tout habitués à ça. Et cette tactique a été incroyablement efficace. En 1755, par exemple, à la Monongahela, ils ont carrément décimé une force britannique beaucoup plus nombreuse. Cette citation d'un officier français de l'époque, même si le langage a vieilli, nous montre bien à quel point la participation des alliés autochtones a été décisive dans ces premières victoires françaises. Mais attention, malgré ces succès, le vent est sur le point de tourner, et de façon assez brutale pour les Français. Et voici le point tournant, le game changer. À Londres, le premier ministre, William Pitt, prend une décision majeure. Il décide de tout miser sur l'Amérique. Il envoie 45 000 soldats. 45 000, c'est un chiffre énorme. Il investit des fortunes. D'un seul coup, les Français sont complètement submergés par le nombre. Avec cette nouvelle armée, le plan britannique est simple, mais redoutable. Attaquer sur 3 fronts en même temps, l'idée c'est d'étirer au maximum les défenses françaises, qui sont déjà minces, pour les faire craquer. De ces 3 attaques, la prise de la forteresse de Louisbourg, c'est le coup de grâce. Il faut voir Louisbourg comme le gros cadenas qui barre l'entrée du fleuve Saint-Laurent. Une fois que les Britanniques ont fait sauter le cadenas, la porte est grande ouverte. Québec se retrouve complètement isolé, sans espoir de recevoir des renforts de la France. Et tout ça, ça nous amène à l'événement le plus connu de toute la guerre, celui dont on parle encore aujourd'hui, le siège de Québec et la fameuse bataille des Plaines d'Abraham en 1759. Mettez-vous à la place du général britannique James Wolfe. Il arrive devant Québec et il voit cette forteresse naturelle, perchée au sommet d'une immense falaise. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour prendre une ville comme ça? Ça semble presque impossible. D'ailleurs, le commandant français, Louis-Joseph de Montcalm, est assez confiant. Il est convaincu que cette falaise, c'est un mur naturel. Pour lui, c'est tout simplement infranchissable. Il concentre donc ses troupes ailleurs, là où il pense que l'attaque va avoir lieu. C'est là que Wolfe tente un coup de poker. Un pari fou. En pleine nuit, dans le silence, il fait débarquer des milliers de soldats dans une petite anse, l'anse au foulon, et leur ordonne de grimper la falaise pour prendre les Français par surprise, par derrière. Et ce qui se passe le lendemain matin est juste incroyable. La bataille des Plaines d'Abraham, ce moment historique qui a décidé du sort de l'Amérique du Nord, a duré à peine 15 minutes. Oui, 15 petites minutes de combat intense et c'était terminé. Le bilan est lourd. Les deux armées subissent de grosses pertes et, fait marquant, les deux généraux en chef, Wolfe et Montcalm, sont mortellement blessés pendant le combat. Quelques jours plus tard, sans chef et complètement démoralisé, la ville de Québec se rend.
Mais attention, ce n'est pas tout à fait fini. La chute de Québec, ce n'est pas encore la fin de la guerre. Il reste un dernier acte. Et voici un fait que beaucoup de gens oublient. L'année suivante, en 1760, l'armée française lance une contre-attaque et remporte une victoire à la bataille de Sainte-Foy, juste à côté de Québec. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de canons assez puissants pour défoncer les murs de la ville et la reprendre. Alors tout se résume à une course contre la montre. Qui va recevoir des renforts d'Europe en premier, les Français ou les Britanniques? L'attente devait être insoutenable. Et finalement, au printemps, des navires apparaissent à l'horizon. Et ce sont des navires britanniques. À ce moment-là, c'est la fin. Sans aucun espoir d'aide, l'armée française capitule à Montréal, cette fois sans combattre. La guerre se termine officiellement en 1763 avec la signature du traité de Paris. Pour la France, c'est un calcul purement économique. Elle a préféré récupérer ses îles à sucre dans les Caraïbes, qui valaient une fortune à l'époque, et en échange, elle a cédé son immense territoire nord-américain, jugé beaucoup moins rentable. Et ça nous laisse avec cette fameuse question, inspirée par une phrase du philosophe Voltaire. Pour la France, est-ce que la perte de ce continent, c'était vraiment juste la perte de quelques arpents de neige? C'est une question qui fait réfléchir sur la valeur qu'on donnait au territoire à l'époque et qui résonne encore aujourd'hui.